bonjour à tous. Moi, je m'appelle Corentin Gombert. Je suis coordinateur de l'Agora d'Odès, dynamique et organisation de la démocratie économique et sociale, et je suis chercheur spécialisé sur la démocratie en organisation et au travail. En fait, dans les travaux de l'Agora d'Odès, on s'est rendu compte de quelque chose assez rapidement. Ça fait à peine 2 ans qu'on existe. On s'est rendu compte que la démocratie en organisation au travail, ça parle à beaucoup de monde. On a envie de débattre sur le sujet, on peut même s'engueuler sur le sujet, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, ce qu'on constate, c'est que personne ne parle vraiment de la même chose. Pour la démocratie en organisation au travail, ça peut être tant le, le dialogue social que le coopératisme, que la gouvernance démocratique dans l'ESS, ou alors les approches comme celle de Christian qui sont fondées sur le travail. Donc, plutôt que chercher à uniformiser une espèce de définition qui serait soit beaucoup trop large pour être utilisée, soit beaucoup trop précise et qui enfermerait la démocratie en organisation au travail dans une seule dynamique, on a choisi de donner à voir cette diversité. Donc, à l'été 2024, on a ouvert un appel à contribution pour que les personnes expriment leur vision de la démocratie au travail à partir d'une théorie, d'une expérience, d'une pratique, de ce qu'ils ont vécu ou des travaux sur lesquels ils travaillent. Et cet appel à contribution a eu un gros succès. On a reçu une centaine de propositions ou d'intentions de contribution. Et on se retrouve un an après avec cet ouvrage, Démocratie en action, qui a été écrit par 67 personnes différentes, issues de tout milieu, qui peuvent être chefs d'entreprise, ouvriers, chercheurs et chercheuses, syndicalistes. Et ces personnes expriment toute une approche différente de ce qu'est la démocratie en organisation au travail. Et on a choisi d'accompagner au maximum les auteurs et autrices pour exprimer cette diversité. Donc les formats de contribution ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des personnes qui ont écrit leur texte directement. Il y a d'autres qu'on est allé interviewer. Donc, ce qui permet de rendre ce travail d'écriture un petit peu plus accessible. Et, et ensuite, à partir de ces 50 approches et contributions, on a essayé de thématiser les différents textes. Et aujourd'hui, nous avons Christian Guibert avec nous qui va présenter un texte qu'il a écrit sur le travail et qui fait partie d'une partie que je vais retrouver juste là. Excusez-moi, je n'ai pas préparé ça à l'avance. Où est Christian? Où est Christian? Il est là. Donc, Christian se situe dans la partie autorité et émancipation du et par le travail. Et il est aux côtés de Olivier Favreau qui parle de codétermination. Il est aux côtés de Louise Colling, Frédéric Dufay, Didier Van Cailly qui parlent de la résurgence de l'autorité informelle dans les organisations démocratiques. Et aux côtés de Elena Lopez qui parle de l'autorité, du collectif et de la démocratie, donc une approche à la Hannah Arendt. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Christian et on va pouvoir échanger par la suite. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat et ensuite Christian y répondra avec plaisir. Et on pourra même essayer, si vous le souhaitez, de permettre des échanges oraux plutôt qu'écrits si besoin à la fin. Christian, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous et bonne année, parce que je pense qu'on va en avoir besoin, mais bon, je ne sais pas si c'est en se souhaitant que ça ira mieux, mais bon. En tout cas, avec cette question-là, moi je crois qu'on est au centre des questions du monde. Moi, donc mon nom, vous l'avez, moi je suis sociologue de formation et stratège de formation, et j'ai été successivement à la direction générale de la RATP où je m'occupais de développement socio-organisationnel dans les années 80. Vous voyez que, je vais y revenir tout à l'heure, la question du travail, c'est pas d'aujourd'hui. Ça a commencé il y a très longtemps, la discussion sur le travail. Et puis, par ailleurs, après, à partir de 91, j'étais à la direction générale d'Orange, où j'étais successivement responsable de l'observatoire social, qui n'était pas un observatoire social, d'ailleurs, je le dis tout de suite, c'était un observatoire des fonctionnements organisationnels, donc, mais pas du tout un observatoire d'opinion. Et après, je suis devenu directeur du management,
jusqu'avant la crise, puisqu'on m'a enlevé avant la crise qu'on a appelé des suicides, parce que je n'étais pas vraiment d'accord. Bon, et je suis devenu directeur de l'Institut des métiers, qui est d'ailleurs une initiative d'Orange qui, à mon avis, rentre dans le gabarit général qu'on est en train de travailler là-dessus. Hein. Je pense que c'est une instance importante. Et donc, je vais procéder en 3-4 parties. La première, c'est rappeler un peu les origines de la question du travail. Et qu'est-ce que c'est que le travail? Deuxièmement, comment il a évolué? Sous quelle pression? Troisièmement, qu'est-ce que ça provoque? Et puis enfin, c'est quoi les pistes possibles d'évolution? Alors, vous me parlez, enfin, d'évolution, je ne sais pas comment appeler ça, hein. De rectification, parce qu'en fait, la question là-dedans, c'est de repérer le problème. Hein. Comme dit l'autre, quand on essaie de gérer un problème qu'on n'a pas analysé, on risque pas d'y arriver. Hein. Donc, moi, mon petit texte et puis ma petite présentation va reposer là-dessus. C'est-à-dire que c'est quoi la grosse question derrière qui fait que, malgré toutes les discussions depuis des millénaires, le travail est resté ce qu'il est. Ce qu'il n'a pas toujours été d'ailleurs. Donc, justement, aux origines du mot travail, le terme travail, je le dis rapidement, hein, vous me pardonnez de tout faire en vitesse, mais on aura l'occasion d'y revenir dans la discussion. Puis par ailleurs, il y a quand même l'ouvrage derrière, et puis il y a d'autres ouvrages sur ces questions-là qui peuvent vous en amener beaucoup d'autres. Le travail, c'est une question qui a toujours existé. Bon, à partir du moment où l'humanité elle est obligée de chercher de la ressource pour vivre, le travail est là. Hein. Donc il y a des références sur la question du travail. Il n'y en a pas beaucoup chez les anthropologues. Mais il y a un anthropologue allemand qui s'appelle Gerd Spitzler qui explique bien qui est un anthropologue du travail, d'ailleurs, qui s'est spécialisé là-dessus et qui est intervenu à Cerisy-la-Salle dans le colloque sur le travail en 2017. Lui, il explique que, effectivement, ça a toujours été très présent. Mais ça a toujours été géré de manière très, 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 très différente en fonction des périodes. Moi, je lisais le dernier bouquin de Graeber avant qu'il décède sur la nouvelle histoire de l'humanité. Il y a quelques passages qui sont très intéressants sur ces questions-là. Mais vous avez aussi un autre auteur qui est remarquable, mais qu'on a beaucoup oublié, qui est Leroi-Gourhan, qui expliquait que entre guillemets, le travail, alors ça va durer jusqu'au 16e, mais dans le geste et la parole, il explique que la main est liée à la tête. Il n'y a pas de main sans tête, ça n'existe pas ça. Et que le fait que ce soit unifié, c'est ça qui produit tout le langage, la pensée, etc. C'est-à-dire que Leroi-Gourhan explique très bien entre guillemets, c'est dans l'activité de production, donc dans le travail, ce qu'on va appeler le travail plus tard d'ailleurs. Donc, il faut se mettre dans la tête que ça a toujours été une question absolument fondamentale et on peut parfaitement se dire que, je le dis un peu à l'emporte-pièce, mais c'est le fond de l'humanité. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Hein. Les hommes se socialisent autour de ça et la question de la gestion des ressources. Hein. Et donc le terme travail, lui, il apparaît au 12e, mais au 12e, il ne désigne, alors ça va vous intéresser, que le travail des femmes quand elles accouchent. Alors c'est toujours repris puisqu'on parle toujours du travail d'accouchement. Hein. Et ça va devenir lié à l'activité de production qu'au XVIe siècle. Alors on a beaucoup dit que travail venait de tripalium et de torture, enfin qui veut dire torture. C'est en même temps vrai, c'est en même temps très discuté. Moi j'interprète plutôt ça comme il y a beaucoup de gens qui disent, dans le livre d'ailleurs, il y a une référence hein, que je vous ai mis, qui est Mariette de Rigrand, qui explique que ça ne vient pas du tout de tripalium. Mais bon, je laisse les linguistes travailler sur leur truc. Par contre, ce n'est pas un accident si ça arrive au 16e. Ce qu'il faut savoir, alors là, je vais faire un petit peu d'histoire, vous me pardonnez, mais moi je suis un peu comme Churchill. Hein. Quand on comprend pas son histoire, on risque pas de construire l'avenir. Hein. Et donc de ce point de vue-là, moi je suis un peu raide sur ces questions-là. Pourquoi je dis c'est au 16e que ça apparaît? On le sait que c'est au 16e que ça apparaît, hein. Mais c'est parce qu'au 15e, et ça commence sans doute un peu précédemment, je l'explique trop vite, hein.
Mais au XVe, il émerge une figure qui est bon, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'art, c'est Brunelleschi à Florence, qui va, entre guillemets, construire Sainte-Marie de la Fleur, ça peut-être vous le savez, la coupole de Sainte-Marie de la Fleur à Florence, personne ne savait la construire. Il n'y a que lui qui savait la construire. Et donc, en même temps qu'il la construit, ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que il va s'installer à partir de la fin du XVe, début du XVIe, en haut des gouvernants. À l'époque, c'est les princes et l'Église catholique en Italie. Il va s'installer l'idée que la conception est là-haut. Alors, ça va être renforcé par le fait que les artistes, dont pas Brunelleschi, mais Alberti, enfin quelques autres derrière, vont demander un statut. Et donc, les deux choses à la fois, le statut de l'artiste, et puis par ailleurs, l'idée qui se construit qu'on peut penser les choses d'en haut, ben, ça va installer le paradigme possible d'une conception qui commence à s'installer, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, moi, je ne discute pas le fait qu'il y ait une conception qui s'installe. Mais par contre, ce que ça va provoquer, c'est une séparation dans le travail des artisans. En fait, les Brunelleschi et autres Alberti dont je parlais tout à l'heure, à l'origine, c'est des artisans. Et le fait que l'art s'en aille auprès des gouvernants, ça va provoquer dans l'activité de production une séparation entre la conception d'un côté et l'exécution de l'autre. Et tout ça, ça va se développer. Je ne développe pas plus que ça, hein. Je pourrais vous raconter l'histoire du plan. Le plan qu'on connaît, le plan stratégique, ou le plan même d'architecture, à l'origine, c'est les ouvriers qui l'inventent. À l'origine, il n'y a pas de plan. On ne sait pas faire de plan avant la fin du XVIIIe, avant Monge. Donc avant, il n'y a pas de plan. Il y a un plan par terre. Et c'est les ouvriers qui l'inventent. Alors, chez les charpentiers, ça s'appelle le trait de charpentier. Chez les bâtisseurs, ça s'appelle l'esquisse. On fait le plan par terre et on tire au fil à plomb le plan jusqu'en haut. Et au fur et à mesure, ce plan, à partir du moment où la conception commence à s'installer là en haut, le plan va se formaliser et à la fin du 18e, on va passer à ce qu'on connaît, le plan stratégique. Bon, ce ne serait pas automatiquement un drame si en même temps qu'il se passe ça, à partir de la fin du 18e, vous connaissez tous sans doute Adam Smith et de la richesse des nations. Bon, c'est le premier qui parle de la division du travail technique en tâches simples dans la fabrique d'aiguilles. Je vous signale d'ailleurs que Adam Smith n'est pas d'accord avec ça, hein. Adam Smith est un humaniste, il fait partie du courant des Lumières écossaises, et il n'est pas d'accord. Mais par contre, alors c'est vrai aussi chez Hegel plus tard, et même chez beaucoup de philosophes, ils sont contre, mais ils en parlent comme si ça existait, donc ils sont contre sans être contre, quoi. Sans se rendre compte que derrière ces questions-là, il y a des questions absolument majeures. Et donc, à partir de là, cette conception-là, je vous passe les détails, hein. Il y a un excellent livre qui raconte cette histoire-là que je cite dans le document, hein, je pense que vous avez les références, hein, qui est Stéphane Laurent, Le geste et la pensée, où il explique justement tout ce mouvement qui part du 15e et qui aboutit complètement différemment d'ailleurs, hein, parce qu'entre ce qui se passe au 15e et la manière dont ça va aboutir au 19e, c'est plus du tout la même chose, hein. Et ce qui se passe entre les deux, c'est tout simplement que cette séparation entre exécution et conception, eh ben, elle se développe. Et au fur et à mesure, en passant par Adam Smith, mais aussi par tous les mouvements du 19e, ça va aboutir à Taylor et à Ford, et en France, à Taylor, Ford plus Fayol, ce qui va nous faire des sérieux dégâts. Et donc, on arrive en fait à la fin du 19e, où la conception, ben, ça n'aurait pas été grave si la conception était restée autonome. Mais par contre, elle n'est pas restée autonome. L'autonomie, ça n'exclut pas l'interdépendance avec d'autres. Le problème, c'est que la conception, elle est devenue indépendante. C'est-à-dire que le problème, c'est que la conception, elle ne regarde plus le réel. Alors quand je vous raconte ça, d'ailleurs, vous pouvez regarder la situation actuelle, hein. La situation actuelle, tout est dans l'abstraction.
Même là, on va avoir du côté de l'abstraction. Je ne dis pas d'ailleurs que c'est mauvais, hein, je ne porte pas l'appréciation là-dessus. Mais par contre, on voit bien que, bah, je vous donne un exemple tout bête, hein, que vous voyez tous les jours à la télévision. Si on suit Elon Musk, on va sur Mars, hein. Et en attendant, la Terre, elle est en train de pourrir d'elle-même. Et donc, on voit bien que rien qu'en se posant cette question-là, on voit bien qu'il y a un écart qui est devenu presque impossible. Et donc, on arrive à la situation, entre guillemets, que vous connaissez actuellement, mais pas sans contre-tendance. Je vous disais tout à l'heure que c'est une question de l'humanité. Ben oui, c'est une question de l'humanité. Je dis pas depuis toujours, encore que, bon, parce que par exemple, quand vous lisez des grands auteurs comme Montaigne ou d'autres à la même époque, ils parlent tous du rapport au réel et à la pratique, tous, jusqu'à cette époque-là. Et donc, les contre-tendances, elles existent depuis toujours. Même il y a eu une révolte des artisans de manière pratiquement permanente jusqu'à aujourd'hui, hein. Alors si vous ne connaissez pas tous les mouvements qu'il y a autour de ça, je peux vous garantir qu'il y a énormément de discussions là-dessus, et particulièrement au 19e, enfin à la fin du 18e et 19e, la fin du 18e, liée justement à ce que je vous disais sur Adam Smith. Il y a des contre-tendances dans la Révolution française et avant la Révolution française, hein. Par exemple, les Salines d'Arquesonant de Claude Nicolas Ledoux, ça vaut le coup d'aller regarder, hein, pour voir s'il n'y a pas des gens qui commençaient à penser des alternatives radicalement différentes. Bon, je peux développer en vous disant William Morris en Angleterre, les phalanstères en France avec Fourier, enfin bref, moi je ne développe pas sur tout le 19e, ni sur le 20e, mais au 20e siècle, c'est pareil. Au 20e siècle, vous avez, et alors particulièrement à partir des années 50, sans doute parce que ces questions-là commencent à se poser, hein. On est 15 ans ou 20 ans ou 30 ans après l'invention du Fordisme. Vous avez quand même eu entre-temps Chaplin et les temps modernes. Donc en fait, il y a quand même un espèce de substrat qui laisse penser aux gens que bah, c'est peut-être pas l'idéal, tout ça. Et donc à partir des années 50, vous allez avoir des mouvements en France, en Angleterre. Alors d'abord chez les théoriciens, c'est l'école sociotechnique en Angleterre. Chez les Français, c'est Pierre Naville, c'est tous ces gens-là, avant la fondation de la sociologie du travail, qui arrive que dans les années 80, fin des années 80. Mais ce n'est pas seulement vrai en France, aux États-Unis aussi. Si vous avez l'occasion de regarder les textes des Américains de cette époque-là, aussi bien les psychosociologues. Moi, je me souviens d'un psychosociologue qui disait, en parlant des tâches, bah, une tâche plus une tâche plus une tâche, 0 plus 0 plus 0, ça fait toujours 0. Bon, et ça, c'est les années 50. Si vous prenez des auteurs comme Carl Weick, par exemple, plus tardifs, dans les années 70-80, c'est eux qui vont fonder la Silicon Valley. Et je vous signale que la Silicon Valley, c'est précisément des fonctionnements très, très différents. Alors, on peut parfaitement critiquer ce que fait Google, Apple, bidule et machin, ça c'est un autre débat, hein. Mais par contre, d'un point de vue de l'innovation organisationnelle et de la capacité à repenser la question de l'activité, plutôt d'ailleurs que du travail, totalement différent. Moi, je suis allé voir, pas voir seulement, mais aussi travailler dans les locaux de Google à côté de Saint-Lazare. Vous êtes fasciné, hein. C'est en même temps hyper organisé, mais vous voyez, vous avez une règle chez Google qui dit en fait, vous êtes obligé d'innover, mais vous n'avez jamais le droit de penser retour d'investissement. Ce n'est pas votre boulot. Votre boulot, c'est l'initiative et l'invention et la contribution. Ben, vous savez, hein, c'est pas rien ça, hein. Je vais y revenir un peu plus loin, mais vous avez aussi des tas d'expériences en France. Moi, quand j'étais à la RATP, à l'époque de Christian Blanc, ben, on construisait des groupes semi-autonomes partout, aussi bien sur les lignes de bus que le nouveau service en station sur le métro, que sur la maintenance avec des unités de production élémentaires. Alors, à l'époque, il faut savoir, il y avait le mouvement aussi qui a été initialisé par Scandinavian Airlines System sur renverser la pyramide. Je vous donne tout ça pêle-mêle, mais tout simplement pour vous dire qu'il ne faut pas croire qu'il y a que les nigauds un peu gauchards qui s'occupent de ça. C'est pas vrai. C'est une préoccupation. Bon. Et si vous avez des entreprises qui ont commencé à essayer d'aller autre part, ben c'est parce que, et je ne vous dis pas qu'ils connaissent le problème, mais ils l'intuitent.
Et c'est déjà ça. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose simple, hein. Je ne sais pas si les révolutions, ça peut toujours exister, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut toujours surfer sur l'émergent et l'émergent, il est là. Il y a toutes les boîtes se posent des questions. Alors pas tout le monde, pas tous les patrons, pas tous les services et cetera, mais bon. J'ai et donc ça, c'est une tentative de réponse à une crise du travail qui n'est pas encore véritablement apparue. On la voit apparaître qu'en 70 avec les grèves d'OS dans l'industrie automobile en France et dans le monde entier d'ailleurs, hein. C'est seulement à partir de là qu'on va commencer vraiment à avoir des expériences dans tous les domaines. C'est là que naît le modèle Toyota, c'est là que naît le modèle Udevaldien en Suède. Je vous signale d'ailleurs que pour faire le lien avec la discussion d'aujourd'hui, moi j'ai fait mon DEA là-dessus, sur la démocratie industrielle en Suède. Ils disaient qu'ils avaient fait la démocratie politique, la démocratie sociale, et qu'il fallait faire la démocratie industrielle. Donc, et je vous garantis que c'était fascinant. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'était Toyota, Silicon Valley et le modèle Udevaldien, c'était en même temps, dans la même époque, mais sur des schémas différents. Moi, ce que j'ai vu sur la Suède, c'est des équipes semi-autonomes avec des responsables d'équipe élus par l'équipe qui changeaient tous les 6 mois. Alors, sur le modèle Volvo et Saab Scania, c'était des groupes semi-autonomes. Moi, j'en ai fait aussi sur la régie Renault à Flins. Enfin, j'en ai pas fait, mais je les ai suivis. C'était extraordinairement efficace, hein. Extraordinairement efficace, hein. Moi, je vous la raconte, ma première maîtrise, je l'ai fait sur Renault Flins. Les équipes semi-autonomes sur le montage des trains avant de R5, ils avaient 50 ou 60% de productivité supplémentaire et ils avaient fini à midi. Ça vous dit ce qui se passe quand les gens se débrouillent tout seuls, hein. Et donc, on en arrive à la situation actuelle. Moi, je ne sais pas si vous avez senti ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ça a été cette crise du travail, elle existe depuis les années, je vous dis, l'après-guerre, en fait, grosso modo. Il y a une littérature absolument incroyable sur la question, d'ailleurs, je le signale quand même, hein, avec des auteurs qui sont vraiment des très grands. Bon. Par contre, ça n'a pas percolé. C'est-à-dire que malgré toutes les expériences, toutes les contributions, toutes les discussions, toutes les bagarres, etc., ça n'a pas. Et donc ça a été accéléré sans doute beaucoup par le Covid, par la crise du Covid. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais ça n'a pas produit des effets que sur la question du rapport au travail, hein, le Covid. Mais le fait de mettre des gens, presque la moitié de la population, ou le tiers de la population en télétravail, etc., ça a modifié radicalement les choses. Alors, je pense qu'on n'a pas assez travaillé sur cette question-là pour comprendre effectivement ce qui s'est passé là. C'est une espèce de goutte qui fait déborder le vase, où en fait, ça fait exploser les choses, quoi. Et donc, lié à tout ça, le problème principal que moi je vois, hein, et dans un réseau qu'on a construit qui s'appelle le réseau Travail et Transformation, on travaille beaucoup là-dessus. C'est le problème, c'est la grande question, c'est le divorce entre l'exécution. Alors moi, je suis très, 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 très hésitant avec ce terme-là. Je ne supporte plus ce terme-là d'ailleurs. Bon, de toute façon, il est polysémique, hein. Non seulement on parle d'exécution au sens effectuer le travail sans penser, mais dans d'autres domaines, exécution, ça veut dire aussi sans penser, hein. Les 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 et moi, j'ai tendance à penser que quand on dit travail égale tripalium, que ce soit juste ou pas d'un point de vue, de la sémantique, de toute façon, la grande question, c'est la pire des tortures, c'est interdire à quelqu'un de penser. Vous vous rappelez sans doute, vous le savez sans doute que sur,
les usines de Ford, il était marqué ici, on n'a pas besoin de penser. Enfin, ce n'était pas la formule exacte, mais c'était dans ce sens-là. Donc, quelle est la question aujourd'hui? La question aujourd'hui, c'est de reconstruire le travail. Alors, moi, je pense qu'une des questions, d'ailleurs, c'est est-ce qu'il faut rester sur des formulations comme travail ou exécution ou des trucs de ce genre, hein. À titre d'exemple, et pour vous faire rire, hein, en 3 siècles de temps, le terme discipline, vous savez ce qu'il voulait dire à l'origine? Il voulait dire apprendre. Le terme métier, ça voulait dire service. Le terme organisation, en latin, ça veut dire ce qui permet la vie. Je ne sais pas si vous voyez l'écart qui s'est construit en 3-4 siècles, uniquement quand on regarde comme ça l'évolution du sens d'un mot. Bon, c'est qu'on est passé à pi sur deux. On fait exactement l'inverse de ce que ça voulait dire à l'origine. Alors moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui pense qu'il faut revenir au 15e, c'est pas sérieux de dire ça. Par contre, il faut se poser la question de ça devrait être quoi le travail? Bon, moi, à mon avis, derrière cette question-là, il y a 3 aspects. Un travail, de toute façon, ou une activité de production, elle sera toujours prescrite. Ça, on n'y échappera pas. Il y aura toujours une division du travail, quoi, pour, parler comme ça. Ça, c'est le 1er point qu'il faut avoir à l'esprit parce que c'est pas la peine de se raconter l'histoire que les 8 milliards d'humains, ils pourraient vivre comme ça, en liberté absolue, ça, je pense que ce serait pas très sérieux de penser ça. Deuxièmement, on peut pas dissocier le travail de la question de l'intelligence. C'est ce que je disais à l'instant en disant: «Mais la pire des tortures, c'est de nous empêcher, c'est qu'on n'aurait plus le droit de penser, quoi». Alors il y a un pays où manifestement c'est en train de se passer en ce moment. La et donc d'une certaine manière sur ce point-là, ce qu'il faut arriver c'est la question d'initiative dans le travail. C'est la question de la critique, de la disputation, de la discussion-débat, voilà, par exemple, un Yves Clos va beaucoup défendre l'idée qu'il faille, entre guillemets, «discuter du travail» entre les gens qui bossent, mais aussi avec, le management pour le mais il a raison, je discute pas, hein. Et puis troisièmement, il faut partir du point de vue, alors je vous invite à m'interroger plus profondément dessus derrière si ça vous importe. Moi, je pense, vous voyez quand vous regardez le mouvement à l'échelle internationale, que vous voyez les Américains comme Elon Musk qui défendent l'idée, on travaille plus, on a 500 € par mois ou 1 000 € par mois. Moi, quand je regarde ça, je me dis: «Mais on est fou». On est fou parce que alors je dis pas du tout qu'il faut rester dans le modèle de travail qu'on connaît puisqu'il est obsolescent. Mais par contre, si on n'est pas capable de reconstruire un rapport entre les humains et le fait qu'eux produisent, ben, si on n'est pas capable de le reconstruire, on leur fait perdre le mouvement du monde. Et s'ils ont perdu le mouvement du monde, ben, vous l'entendez tous les jours depuis à peu près 10 ou 15 ans, la perte du sens, la perte de tout, et vous avez qu'à aller regarder travailler les professionnels. Allez regarder des professionnels dans une boîte, vous verrez qu'ils n'ont pas de je ne vous dis pas ils peuvent avoir des problèmes politiques, être pas d'accord avec machin et truc, mais c'est pas des gens le sens, il se construit là, et il se construit là pour 2 raisons différentes. Premièrement, l'idée chez la personne qui travaille qu'elle contribue, bon, mais d'autre part que ça entraîne des modes de reconnaissance qui vont avec. Ce qui est pas automatiquement la situation. Donc, derrière ça, il faudrait arriver à donner pas une définition du travail, mais en tout cas s'entendre sur qu'est-ce qu'on voudrait qu'il soit pour que justement ça tienne non seulement la production et l'efficacité, parce que c'est un problème. Bon, c'est pas la peine de se dire qu'il faut viser l'inefficacité, hein, c'est pas très sérieux, quoi. Par contre, c'est une autre efficacité qui repose beaucoup plus sur l'initiative, sur les modèles, alors je pense pas que ce soit, un modèle d'ailleurs, mais l'esquisse que je vous présentais tout à l'heure en vous parlant de Google, vous trouvez la même chose chez les militaires, hein. Chez les militaires, depuis à peu près, vous allez rire, hein, je ferai si ça vous intéresse, je vous dirai 2-3 mots là-dessus tout à l'heure. Et donc, s'entendre sur ben, c'est quoi le travail qu'il faudrait promouvoir, et je pense qu'il y a 2 voies pour le promouvoir.
La première voie, c'est l'idée que le contrat social fordien, taylorien, il est mort. Bon, il y a toujours contrat social, hein. Vous savez, si une société, elle tient toujours debout, c'est qu'il y a un contrat social. Il peut parfaitement être explicite, mais il peut parfaitement être implicite et ne pas apparaître, mais fonctionner quand même. Et le contrat social, fordien, on le connaît, hein, on l'appelle le $5 a day, c'est-à-dire que vous acceptez de pas penser au travail, ce qui est totalement faux, parce que, vous savez, il y a le débat que vous connaissez si bien entre travail réel et travail prescrit, hein. Si ça marche, oui, si ça marche, c'est que les gens font. Même s'ils ne sont pas toujours d'accord. Donc le premier champ d'action, ce serait, de réfléchir à ça, en sachant qu'on a toujours tendance à penser contrat personnellement. En fait, moi, ce que je pense, à propos des personnes, je pense que ça, c'est difficile. Je pense que c'est plutôt un contrat social global qu'il faudrait construire et qui viserait à réinsérer l'intelligence, des gens, bon, dans la capacité, ce qu'on appelle le capacitaire, en fait, hein. C'est-à-dire ne pas faire ce qui a été fait, depuis 2-3 siècles, sortir l'intelligence du travail, mais au contraire la faire rentrer dedans. Ne pas oublier que c'est tout aussi important que de gagner sa vie. Et le deuxième point est autour de développer les initiatives pour asseoir les sujets humains comme des acteurs reconnus du mouvement de la société. La la le problème des humains, c'est la reconnaissance, hein. Alors il y a un défaut, hein, la reconnaissance, ça peut être que comme le chocolat, hein, on s'en met dans la bouche et puis on ne sait plus s'arrêter. Mais c'est en même temps une nécessité. La reconnaissance des gens, c'est ça qui font partie, c'est ça qui fait qu'ils font partie de la société. C'est ça qui fait qu'il y a une cohésion sociale. Et alors moi, je ne développe pas aujourd'hui là-dessus, mais la cohésion sociale, c'est la cohésion stratégique, hein. Si vous ne l'avez pas, et donc vous voyez ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut sortir de la conception du social qu'on a, qui en fait met le social à l'extérieur du travail. Et réinsérer, la qualité du travail et la qualité de la production, bien sûr, dans la conception du travail. Alors il y a quand même une bonne nouvelle à l'horizon, c'est qu'avec les technologies nouvelles, du type IA, du type numérique et cetera, il y a quand même un phénomène absolument incroyable qui est en train de se produire, qui est dû d'ailleurs, à la conception, mais le travail devient de plus en plus abstrait. Moi, je discutais avec quelqu'un d'Orange, il y a 2 jours, qui me disait qu'à Orange maintenant, il y a 70 de cadres. Alors ça ne veut pas dire pour autant que le travail de cadre, il est entre guillemets «de qualité» comme on est en train de le dire, hein. Donc mais par contre, il y a un phénomène sur lequel moi je trouve qu'on ne travaille pas assez, c'est que le travail devient de plus en plus abstrait et donc la sortie du taylorisme, elle est impérative parce que comment vous voulez contrôler un travail? Le modèle Taylor, c'est les MTM, c'est l'analyse des mouvements. Donc vous analysez les gestes et puis vous savez, les faire reproduire. La Quand le travail, il est dans la tête, d'où l'invention des sciences cognitives et cetera. Ne vous posez pas la question de savoir pourquoi. C'est parce qu'en fait, il y a un problème de production. Mais en même temps, vous voyez, moi, j'ai tendance à penser que ça peut être une dans l'avenir, ça peut être une force. Ça peut être une opportunité absolument majeure si on sait s'en servir. Et je finirai sur ce que disait Marc Aurèle à propos de tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est d'une certaine manière un peu contre, l'idée de destruction créatrice et l'idée qu'il faudrait avoir, à mon avis, c'est repenser complètement les modèles de transformation. On transforme les boîtes par le haut. Bon, on voit bien que ça marche pas. On voit bien qu'on n'arrive pas en fait, si on partait du principe de dire, ben, l'entreprise et les organisations de manière plus générale, elles sont obsolescentes, il faut reconstruire autre chose, ben, on n'y est pas. Et donc, la petite phrase de Marc Aurèle, c'était: «Ne rêvez pas à la République de Platon», mais il disait ça pas parce qu'il était contre la République de Platon, hein, parce qu'il était plutôt favorable, mais tout simplement parce qu'il savait que c'était pas possible de décider qu'on allait faire la République de Platon sans le faire avec les gens. C'est impossible. Voilà tout ce que je voulais vous dire, de manière un peu rapide et puis peut-être que j'ai dépassé mon temps.
Merci Christian. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, comme je disais, dans le chat ou si besoin, on doit pouvoir trouver moyen d'allumer vos micros. N'hésitez pas, ça doit être possible. Pour le temps de vous inspirer, moi je peux commencer par une question parce que quand on suit les différents arguments, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner sur pas par rapport à ce que tu dis, mais ce à quoi tu appelles, parce que tu présentes la crise dans les années 70 qui a mené à tout un tas d'initiatives comme ce qui s'est passé à Uddevalla. Donc là, je rappelle la petite histoire, c'est ce moment où chez Volvo, ils ont choisi de se passer du travail à la chaîne et de construire les voitures par petites unités de 8 ouvriers qui construisaient la voiture du début à la fin. Tu me dis si je me trompe, Christian, puisque c'est toi l'expert. Et en fait, tu appelles aujourd'hui à reconnecter l'humain et son travail, et l'humain et la production. En fait, qu'est-ce que produit l'humain? Mais tu appelles dans un cadre aujourd'hui de travail de plus en plus abstrait, où le service devient prédominant par rapport à l'ensemble des autres secteurs d'activité. Et, et tu mets en avant deux questions qui sont essentielles aujourd'hui. D'une part, le contrat social et d'autre part, la reconnaissance du travail. Mais est-ce que pour reconnecter le travailleur à la production, il n'y a pas une question essentielle à se poser sur la raison d'être de l'entreprise? Parce Ben qu'en si. fait, à partir du moment où le travail est abstrait, mais même ce qui est produit est abstrait par l'entreprise, comment est-ce qu'on peut reconnecter ce travailleur sans repenser assez drastiquement les fins mêmes de l'entreprise? Ah non, mais ça, je suis d'accord, hein. D'ailleurs, ce que je dis aujourd'hui n'est pas du tout exclusif de la loi Pacte, par exemple, hein. Moi, à mon avis, ce travail-là c'est une continuation de la loi Pacte qui ne va pas assez loin. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, la grosse question, c'est que quand vous faites, une raison d'être, ben, ça peut très bien être que de la com, quoi. Et en fait, toute la question, c'est que la raison d'être, elle devienne pratique. Et elle devient pratique où? Ben, dans la production, c'est pas ailleurs, hein. Et donc, non, moi je suis complètement d'accord avec toi, hein, je partage complètement ce point de vue. L'hypothèse que je développe, moi, je le dis rapidement et bien trop rapidement et donc vous me pardonnez, hein, mais c'est que le problème, il est pas politique. Pas politique au sens où on l'entend souvent ou trop souvent. C'est qu'il suffirait de prendre des décisions politiques pour que tout change. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Les humains sont fabriqués par la pratique, ils ne sont pas fabriqués par autre chose. Je dis pas que les idées, ça fonctionne pas, mais le critère de réalité, moi j'ai connu la crise, bien sûr d'Orange, mais j'en ai connu d'autres, dans d'autres entreprises, hein. J'ai connu une crise, bien plus grave que ça d'ailleurs, dans une association de lutte pour le cancer à Boulogne. Heu, quand ça part en vrille, vous savez, ça part en vrille, hein. Quand le sens il est plus là, vous posez pas de questions, hein, il est plus là, hein. Alors après, il y a les gens, par rapport à ça, ils ont que 2 solutions: soit ils dépriment, soit ils s'en foutent. Alors il y en a beaucoup qui prennent le parti de s'en foutre, moi je les critique pas, hein, parce que bon, à un moment donné, quand vous savez que vous pouvez pas, et donc la grosse question que tu poses, elle est extraordinairement importante. C'est comment construit-on le lien? C'est ce que j'ai essayé de dire à la fin en vous disant: «Mais rien ne peut changer sans l'architecture stratégique». Si l'architecture stratégique, donc la division du travail entre le haut et le bas, mais aussi en horizontal, elle ne se modifie pas, les choses se modifieront pas. Point. Elles se reproduiront, sans doute en pire d'ailleurs, parce que comme ça ne marche pas, bah, ça produira que des mauvais résultats. Donc, moi j'ai tendance à penser que derrière la raison d'être, il faudrait avoir un dispositif de pilotage des boîtes qui lui corresponde et qui soit plutôt sur la mission et pas seulement sur la raison d'être. Et moi je défendrais beaucoup l'idée d'équipes, entre guillemets «autonomes», sous commandement par la mission. C'est-à-dire des équipes stratèges, quoi. Des équipes stratèges, sur leur champ d'activité. Que le manager et l'équipe, ce soient des gens à qui, on autorise
parce qu'ils ont une mission, la mission de réussir tel et tel type de choses, qu'ils soient capables d'analyser dans quoi ils sont, comment ils peuvent le faire, comment ils ne peuvent pas le faire, etc., etc., etc. Alors vous avez un excellent texte là-dessus, mais qui est d'un stratège, qui était c'est Stanley McChrystal. Le bouquin s'appelle Stratégie d'équipe. Alors, il n'est pas parfait, mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut tout repenser. Enfin, il faut tout reconstruire. C'est pas repenser, c'est reconstruire. Et en partant par le bas. C'est-à-dire que si on ne repart pas par le bas, si on ne reconstruit pas chez les gens, très concrètement, l'idée qu'ils font partie du monde, ils y contribuent, on les y reconnaît, etc., on n'avancera pas. On sera condamné au grand chef héros à plumes qui est tellement génial qu'il entraîne tout le monde, quoi. Ça te paraît clair? Ça me paraît clair et ça m'amène d'autres questions que je vais poser le temps que d'autres personnes en posent dans le chat. Donc là, tu parlais à la fin de relier stratégie, tactique et exécution, mais est-ce que ça implique justement de redonner une prise sur la gouvernance aux travailleurs? D'une certaine manière. Alors moi, il y a beaucoup de travail dans les entreprises sur la gouvernance, mais en général, ils oublient l'organisation. Donc en fait, ils font qu'une partie du travail en pensant que si on change que la gouvernance, on modifie tout. C'est pas vrai. Là, il faut changer d'abord le rapport au travail, transformer les organisations et effectivement, après, la gouvernance, c'est ce que moi j'appelle l'architecture stratégique. C'est-à-dire que c'est absolument sûr ce que tu dis. Alors après, la question, c'est comment? Parce que c'est pas si simple, quoi. Il y a une initiative que vous allez comprendre, hein, j'en dis quand même 2 mots. En stratégie, à la fin du 18e, c'est d'ailleurs les Français qui inventent ça. Mais on le perd vite. En 1814, on le perd avec Napoléon et c'est les Allemands qui le reprennent, hein. Bon, on invente le principe divisionnaire et en inventant le principe divisionnaire dans la conduite des armées, on rompt avec un peu la séparation stratégie tactique, qui s'invente à la même période d'ailleurs, hein. Qui s'invente, c'est particulièrement Clausewitz chez les Allemands vers 1810-1820. Et donc là, il y a tout un. Inventer le principe divisionnaire, c'est inventer l'idée qu'une division, c'est-à-dire en l'occurrence dans les armées, c'est 10 000 hommes, elles sont autonomes. Elles obéissent qu'à l'orientation générale. Alors le plus curieux, c'est que ça a été inventé dans les armées, chez les Français, et que nous, on a fait l'inverse. Alors il y a un truc qui est tout à fait étonnant, qui m'a toujours intrigué, moi. C'est pourquoi justement cette conception de la stratégie chez les militaires qui est si intelligente et qui sort du plan, hein. Tous les militaires vont vous dire aucun plan ne résiste au premier coup de canon. Bon. C'est-à-dire que c'est pas la peine de planifier d'en haut jusque dans les détails, hein. C'est pas la peine, c'est pas sérieux, quoi. C'est jamais comme ça. Comment ça se fait que c'est jamais rentré dans les boîtes? Comment ça se fait que les boîtes, elles ont pris parce que là, tu es en plein dans le sujet quand tu poses cette question-là. Tu es en plein dans le sujet de la planification. Alors qui repose sur la croyance que tu pourrais savoir ce qui va se passer dans 5 ans. C'est pour ça que moi j'étais, tu vois, sur raison d'être, je suis plus nuancé. Je pense qu'il faudrait aller jusqu'à état final. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut être dans 5 ans? Pas seulement raison d'être, quoi. Oui, et puis Et après, conduire les gens, parce que de toute façon, les gens seront conduits, mais dans des rapports où en fait ils ont des responsabilités, ils sont reconnus dans leurs responsabilités. Quand ils sont chez eux, dans leur équipe, c'est eux qui font. Bon, c'est exactement ce que je vous disais sur Google. Je vous raconte une autre anecdote, hein, sur l'époque de la Silicon Valley. Un jour, je discutais avec le DRH d'une boîte qui s'appelait Next. Et je disais à France Télécom en ce moment, c'était vers les années 90, l'orientation managériale, c'est les réunions périodiques d'équipe. Ce qui pouvait parfaitement être légitime parce que dans une administration, il n'y en avait pas beaucoup des réunions d'équipe. Mais alors, le patron, le DRH de Next me rappelle, chez nous, ça ne veut pas dire RPE, réunion périodique d'équipe, ça ne veut pas dire réunion. RPE, ça ne veut pas dire réunion périodique d'équipe, ça veut dire responsabilité partagée d'équipe. Ben, ils étaient là en 90. Hein. Et donc là, tu vois, ça touche à la gouvernance. Et si on ancre un petit peu plus le problème dans le secteur du conseil, par exemple, qui est aujourd'hui en crise assez profonde et en crise notamment liée au sens au travail,
comment est-ce que tu peux reconnecter le travailleur à sa production dans un secteur qui est en perte de sens en ce moment, justement? Ah bah ça, il peut y avoir des crises de secteurs, hein, qui sont en train de disparaître ou de se transformer radicalement et ça peut être vrai. C'est une autre, c'est les problèmes viennent pas que de la conception du travail, quoi. Tu as des marchés qui sont obsolescents, qui disparaissent, tu en as d'autres qui apparaissent, bon. Par contre, chez les consultants, je sais qu'il y a le problème, hein. Les consultants, ils sont très accusés de penser à la place des autres, hein. Le consulting, il est d'une certaine manière très taylorien. Le consulting, c'est un monde de sachants, qui savent à la place des autres. Mmh. Oui, oui, je parlais plus justement bah, du travail du consultant lui-même. Je le sais par exemple qu'il y a quelques cabinets que je connais qui ont trouvé une manière de faire que je trouve plutôt astucieuse, hein. C'est 4 cabinets, concurrents qui ont créé ensemble un cinquième, et le cinquième ne fait que du pro bono pour des projets à utilité sociale. Et quand les travailleurs commencent à vaciller un petit peu dans un des 4 cabinets, bah, ils sont envoyés dans le cinquième. Et c'est, et je trouve ça plutôt astucieux pour, répondre à ces questions de perte de sens, en tant qu'employeur, je dirais. Ah non, non, mais attends, il y a sur le travail de consulting, il y a 2 aspects, hein. Il y a le même aspect que le taylorisme, hein, ça, il faut le savoir. Les juniors dans le consulting, ils exécutent, hein. Ils ont une méthode toute faite, et puis pouac, 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 on applique la méthode, hein. Donc il y a déjà un problème de ce côté-là. Par contre, il y a des carrières, donc ils peuvent devenir, très puissants et très riches. Donc ça peut arranger les choses. Les Mais c'est un métier quand même qui est très particulier. Mais je pense qu'ils s'en sortiront que quand ils accepteront de plus être les sachants qui savent tout, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de cabinets de consultants qui savent ça, hein, qui savent très bien que bon, ils répondent à la demande, mais ils savent bien que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, quoi. Oui, 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 je vois. Je crois voir qu'il y a une question qui est en train d'arriver, si je ne me trompe pas. Je vois qu'une personne est en train de taper. Et si vous préférez poser vos questions à l'oral, voilà, c'est là. Bonjour messieurs, une entreprise ne fait-elle pas appel à des consultants pour ce motif qu'elle se refuse à responsabiliser ses propres troupes et avec pour mission du consultant d'obtenir des résultats sans questionner ni le besoin ni la méthode? Ah, bien sûr que oui. C'est pas un accident si les consultants sont des sachants et que c'est parce que les entreprises, elles commencent à intuiter un certain nombre de trucs. Tout ce que je vous racontais depuis tout à l'heure, ça montre bien que ça se questionne. Mais est-ce que ça se questionne, entre guillemets «suffisamment radicalement»? Non. Bon, ça va pas jusqu'à se poser la question il y en a qui le font, hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Michel Bon. Je ne sais pas s'il y en a un d'entre vous qui était dans la réunion qu'on a organisée avec Michel Bon, où lui, il a fini par dire à un moment donné: «Mais de toute façon, le problème de la qualité du travail et que les gens y tiennent, c'est une réalité. C'est pas une conception du monde, c'est une réalité». Lui, il faisait ça, hein. Lui, il allait tous les vendredis travailler avec les collaborateurs. Donc, et il défendait ce point de vue. Mais par contre, il y a quand même un gros problème qui rend tout un peu obsolescent. Ou difficile en tout cas, et qui fait que les entreprises, elles vont demander ça aux consultants. Elles vont demander aux consultants de faire comme avant, mais de réussir, quoi. Bon. C'est-à-dire de forcer le bébé pour qu'il y arrive quand même. Bon, alors qu'il faudrait changer de braquet. Il faudrait changer de manière de faire. Mais les consultants, moi je tape pas, hein, parce que les consultants, ils sont pris dans une demande. Bon, donc je vous dis, de ce point de vue-là, ils sont exécutants d'ailleurs. Merci beaucoup. Est-ce que oui, je vois qu'il y a autre chose qui est en train d'arriver. Et d'ailleurs, le temps que ça arrive, je peux raconter mon expérience de coordinateur de cet ouvrage. J'ai beaucoup aimé quand on a travaillé le texte avec Christian, puisqu'on a beaucoup débattu. Et Christian, comme moi, adorons débattre, je crois.
Ah, c'est le fond du monde quand même, hein. Non, mais c'est qu'il y a eu plusieurs types, hein, comme je disais, plusieurs formats de contribution. Et certains contributeurs ou contributrices ont envoyé leur texte directement, qu'on a corrigé, re-questionné un peu pour notre travail. C'était plus d'accompagner les auteurs et de les re-questionner avec des questions très très embêtantes. Typiquement, là je comprends rien, il faut que tu m'en dises. Mais pour d'autres, on a plus beaucoup échangé, beaucoup débattu, et c'est intéressant aussi, hein, pour construire un texte. Et là, Bon, c'est comme ça qu'il faut construire des textes, hein. ça dépend des personnes. Là, je vois comment espérer qu'un salarié s'implique dans le projet d'entreprise tant qu'il est interdit du conseil d'administration qui en décide souverainement. Oui, enfin tout ça, c'est complètement vrai, hein. Mais tous les salariés n'auront pas accès à si vous voulez, en fait, là, il y a une question qui est quand même très importante, que moi je vous invite à vous poser. C'est d'ailleurs, je l'ai dit dans le texte, hein. J'ai dit: «Mais moi, j'ai regardé la démocratie du côté du travail». En me posant la question, pas de la démocratie en tant que telle, mais de son support possible. Et je pars du principe que si les gens ont accès à l'apprenant, vous bossez, mais vous apprenez tout le temps, ben, vous êtes pas les mêmes politiquement que quelqu'un qui est réduit à un statut d'exécutant. Bon, et donc ça interroge même la notion de démocratie. Vous voyez que tout à l'heure, quand je citais les Suédois, ils parlaient de démocratie industrielle, ce qui est pas idiot d'ailleurs, parce qu'au moins on voit que moi, pour l'instant, je suis pas sûr, hein, c'est une question que je me pose moi, que le terme démocratie, à partir du moment où en fait, il questionne pas suffisamment la question stratégique, est-ce qu'il est suffisant? Mm. Est-ce qu'il est Bah, suffisant? bah, J'ai tendance à penser, pour aller jusqu'au bout des choses, hein, que la question essentielle, c'est la question stratégique, hein. mais Parce que pour reformuler la question de Bruno avec des termes que tu apprécies, est-ce que la responsabilisation peut être décorrélée du pouvoir? ah bah non, non, automatiquement, si on te met en bah, d'ailleurs moi je sais que dans le réseau où on bosse, moi j'ai quand même tendance à défendre l'idée que arrêtons de parler de soyez responsables, mais parlons plutôt de mettre réellement les gens en responsabilité. Ce qui veut dire qu'ils ont des missions, des moyens et que c'est à eux de s'en occuper. C'est pas au pape, ni au manager, ni à je ne sais pas qui. Il peut pas y avoir, de toute façon, il peut pas y avoir de contribution dans la vie de la société s'il n'y a pas responsabilité. Si mise en responsabilité. S'il n'y a pas mise en responsabilité, les gens n'existent pas. Et la mise en responsabilité, c'est ce qui produit en même temps la capacité pour la personne et qui lui donne la capacité de faire comme elle souhaite faire avec les autres personnes avec qui elle bosse, mais pas seulement. C'est aussi, on vous fait confiance, puisqu'on vous lâche, on lâche la bride. Et la question de la confiance là-dedans, elle est centrale. Et elle se joue là-dessus, hein. Si vous êtes dans une équipe, que vous innovez, que vous proposez un truc et puis qu'à chaque fois que vous proposez un truc, on vous dit: «Merde», bah, c'est vite joué, hein. Bon, ça va durer 2-3 ans et puis un jour ça s'arrêtera. D'ailleurs, c'est la grande question. Moi, il y a souvent des gens de boîte qui me disent: «Mais ouais, mais tu sais, les gens, ils sont partis, ils veulent plus être, à l'initiative, ils veulent plus être responsables». J'ai dit: «Oui». J'ai dit: «Oui». Bah, ça fait 50 ans qu'on leur raconte l'histoire, qu'on va tout changer, puis qu'on change rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Un jour, les gens, ils arrêtent, hein. Bon, en général, d'ailleurs, les gens qui arrêtent et qui voulaient des responsabilités dans les boîtes ou qui voulaient, être à l'initiative, être propositionnels et cetera, être dans la disputation, quand ils arrêtent dans leur boîte, ils vont faire autre chose ailleurs, dans les municipalités ou dans les associations, pour compenser ce qu'ils trouvent pas dans leur travail, hein. Mais c'est vrai qu'il faut d'abord tout à l'heure quand je disais: «Il faut d'abord reconstruire par le bas», c'est parce qu'il faut d'abord arriver à redire aux gens, mais pas seulement à redire, à faire en sorte que les gens, ils soient mis en responsabilité. C'est Merci la beaucoup. plus belle des reconnaissances.
Merci beaucoup. Je vois que Bruno répond, nous sommes bien d'accord. Sans mise en responsabilité, l'empowerment n'est que de la foutaise. Je vous propose là, comme on approche de l'heure, qu'on se dirige tranquillement vers la fin. Je peux vous... Ah non, on a encore une question. Comment bouger par le bas tant que le cadre légal l'interdit? Ah, ça, c'est une vraie question. Ah, je sais pas si le cadre légal l'interdit, hein. Moi, dans les expériences que j'ai eues, Corentin le sait, hein, d'ailleurs, je présentais ça hier matin dans le réseau, RTT. Sur Orange, c'est ça qu'on a fait, hein. Entre 95 et 2002, personne ne l'a vu parce qu'on n'en a jamais parlé. Ce qui est peut-être une connerie d'ailleurs, hein, mais je ne sais pas si c'est une connerie, hein, parce que en parler, ça devient un truc de mode, et puis un jour vous vous faites dégueuler, vous ne savez même pas pourquoi. Mais c'est ça qu'on a fait, on a commencé par le bas. On a lancé un projet qui s'appelait Stratégie locale. Comment il s'appelle, il est peut-être parti maintenant, Jacques Roland qui était là tout à l'heure. Mais stratégie locale, c'est le pouvoir au terrain. Point. Et c'est passé par des manches, je vous garantis que c'était sérieux, hein. On a appelé ça stratégie locale pour dire aux stratèges centraux que s'ils ne travaillaient pas avec le terrain, ils ne sont pas stratèges tout seuls, quoi. Et deuxièmement, ça a posé à la boîte énormément de questions et ça a même été jusqu'à une décision du président de l'époque, Michel Bon, d'interdire les directives, instructions et modes opératoires. Il les a interdits. Il a sorti une note générale. À partir de demain, les directions nationales n'ont plus le droit d'intervenir sur la question du travail. C'est ça que ça voulait dire, hein. Et le cadre légal évolue aussi, hein, Par contre, et, derrière, vous pouvez parfaitement fonctionner par émergence. Et quand l'émergence est suffisamment constituée, là, il y a des problèmes légaux. je peux vous mettre en avant aussi deux évolutions très intéressantes. Et d'ailleurs, si vous êtes présent le 5 février, on va en discuter. D'une part, la commission d'experts internationaux qui se sont réunis en Espagne, là, qui à la demande de la ministre du Travail, est en train de sortir un rapport sur la démocratie au travail qui sortira le 2 février. Donc ce rapport, on est en plein dedans justement sur la mise en pouvoir des travailleurs et travailleuses et la mise en responsabilisation. Il y a également le manifeste des ateliers Travail et démocratie qui va être discuté à la Bourse du Travail de Paris le 30 janvier prochain. Et le projet de loi pour favoriser la démocratie en entreprise, qui a été déposé par Charles Fournier, il vient nous le présenter justement le 5 février. Donc on aura un débat entre Charles Fournier et Isabelle, à la fois le cas espagnol et le cas français, puisque la participation des travailleurs est dans la constitution des deux pays. Et c'est des parties de la constitution qui n'ont pas encore été prises en compte justement dans la gouvernementalité nationale, mais c'est en train d'évoluer. Et quelle est l'implication du patronat dans de telles réflexions? Pour le patronat, il est systématiquement sollicité et parfois il vient avec un petit peu un petit peu à reculons. Mais si on pense à ce qui se passe à l'ANACT en ce moment, par exemple, c'est très très intéressant puisque le conseil d'orientation de l'ANACT, donc en sachant que l'ANACT est une agence tripartite qui réunit l'État, des représentants des salariés et des représentants patronaux, a orienté assez explicitement les travaux sur la démocratie au travail. Donc évidemment, les représentants patronaux n'étaient pas du tout contents. Ils disaient que c'est de la foutaise, mais le travail est là. Et si on parle du travail législatif, à partir du moment où la législation évolue et est mise en place, bah, le travail patronal n'est que de s'adapter. Il Oui, faut, tu il, sais, c'est il faut assez. faire avec. Et effectivement, pour les normes et les réglementations peuvent aussi se positionner comme une contrainte. Oui, mais aussi aider. Tu vois, moi, j'ai l'expérience dans la tête, puisque c'était moi qui m'en étais occupé à la RATP, de l'expression directe. Bah, tout le monde s'en foutait, hein.
D'ailleurs, ça a chuté parce que tout le monde s'en foutait. Et peut-être que là, il y a toi, par rapport à la question que je posais tout à l'heure, est-ce que la question, c'est une question d'ordre politique ou est-ce que c'est une question de conduite stratégique? Moi, je réponds d'abord une question de conduite stratégique. Et sur l'implication du patronat, il y a aussi une question très très importante aujourd'hui, c'est la question de la reprise d'entreprise, puisqu'il y a la reprise, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patrons d'entreprises qui approchent quand même pas mal de l'âge de la retraite, ou qui l'ont pour certains dépassé, et qu'en fait, il va falloir trouver des repreneurs. Et la question de la reprise par les travailleurs est de plus en plus mise en avant à travers plein de statuts d'entreprise. C'était d'ailleurs, à l'époque en Suède, démocratie politique, démocratie sociale, démocratie industrielle, c'était leur objectif, hein. C'est d'ailleurs pour ça que le Premier ministre de l'époque, il s'est fait assassiner, hein, à mon avis. Donc, évidemment, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, mais il y a quand même des perspectives intéressantes. Non, non, mais ça, c'est vrai. Non, non, il y a dans la période, moi, je suis pas du tout un pessimiste dans la période, hein. Je vois que, plusieurs choses différentes. Premièrement, cette question-là, d'accord, elle est posée, elle est peut-être mal posée, mais elle est posée. Bon, elle existe. J'ai et c'est vachement important parce que la curiosité d'ailleurs avec le concept de travail, c'est qu'il est inventé au XVIe et qu'il devient dominant alors que personne n'a jamais décidé qu'il fallait qu'il devienne dominant, hein. Enfin bref. Donc non, non, il y a plein de on voit bien que ça bouge. Alors comme dans toutes les crises, hein, ça peut prendre une voie comme une autre. Ça Mais tu dois être le seul dans le monde à être optimiste en 2026. Et Oui, mais tu sais, sur la question de l'optimisme, c'était une phrase du premier président que j'ai connu, moi, à France Télécom, Marcel Roulet, qui disait comment il disait ça? L'optimisme de l'intelligence et le pessimisme. Non, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. soyons volontaires, et je vous propose qu'on s'arrête là. Par rapport aux événements de présentation du livre, donc il y en a encore quelques-uns à venir physiques. Je ne crois pas qu'on ait de distanciel de prévu encore, mais n'hésitez pas à nous solliciter pour organiser quelque chose, hein. Le but, c'est de venir discuter au maximum, hein. Pour l'ouvrage est un excellent vecteur d'échange, de discussion, de débat. On a encore quelques dates à fixer, que ce soit en Belgique, à Toulouse, en Bretagne, elle est déjà fixée. Il y a la date du 5 février à Paris, je vous en ai parlé. Et pour le reste, n'hésitez pas à nous solliciter, et on va débattre. C'est une belle perspective, ça. Je suis assez optimiste là-dessus. Et comme je vois que parmi... Il n'y a pas que Christian Guibert qui est resté optimiste.